Garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne s'émoue très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins, voilà. Balance man, cadence man, trace la classe, c'est le Bob man. Et allez, bouge-toi le cul. Allez, va chercher, grouille-toi. Là! Mais ne courez pas comme des cons! Allez, mets un rouge là-dessus! Et les gars, vous dormez là ou quoi? Le match il est pas fini, hein? Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe! Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Affirmatif, il va y avoir du sport, moi je vous le dis. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Goal Volant Match 5. Vous êtes sur le 106.6, vous écoutez Timbre FM et vous apprêtez à écouter les commentateurs sportifs de campagne à l'adresse du monde. Aujourd'hui, bouleversement dans l'émission, l'institution Goal Volant comporte un thème. Aujourd'hui, nous avons décidé de rire. Oui, de rire, mais avec qui, me direz-vous? Eh bien, nous allons rire avec Kylian Mbappé et Christophe Galtier, respectivement joueurs et entraîneurs du PSG. Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inuit PSG Inside. Je renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs? Excusez-moi. Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Bonne vanne de Christophe. Alors peut-être avez-vous entendu parler de cet épisode de conférence de presse, le lundi 5 septembre 2022. Elle a fait un scandale. Non. Plutôt, je dirais qu'elle a fait bad buzz pour les deux protagonistes, good buzz pour tous les défenseurs de l'environnement, puisqu'on en parlait. Et puis, c'est vite passé. Hein. Alors aujourd'hui, on remet le couvert, on va parler transport. Parce que dans transport, il y a trans, mais il y a aussi sport. On va s'interroger sur le lien qu'entretiennent ces deux termes, car si mes compétences limitées en étymologie ne m'ont pas permis de rassembler sport et transport, il est évident qu'il existe de véritables enjeux communs. On fait parfois du sport pour son transport. On utilise un transport pour aller au sport ou assister à du sport. Le sport parfois nous transporte. Quand vous allez au sport, utilisez-vous un moyen de transport qui implique une pratique sportive? Vous vous transportez pour aller au sport, mais est-ce que cela vous transporte? Ouais, c'est pas faux. Allez, pour en parler, je vous présente mon équipe du jour. Qui c'est qui est là? Enfin, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi? Jolie brochette. Pour cette émission Sport et Transport, je vous ai monté une belle équipe, ou plutôt un bel équipage. Avec moi aujourd'hui à la barre, parce que les bars, il connaît, Benjamin. Salut Benjamin. Salut Jérôme. Les bars? Les bars, ouais, les bars. Ah oui, les bars, BAR. Oui, voilà, oui. Il y avait un jeu de mots. Ok. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Benjamin? Eh ben moi, c'est très simple. Je vais vous parler d'un dispositif fonctionnant à l'énergie mécanique ou maintenant aussi à l'énergie électrique qui permet de rejoindre un point distant de l'espace-temps et qui octroie à son utilisateur, par le biais d'un effet gyroscopique bien pensé, un mouvement translatif. Ah oui, je crois voir de quoi tu parles. Ouais, je vais vous parler du vélo. Ah Jérôme. voilà, c'est ça. C'était pas clair? Si, ça va. Pour faire le ménage dans le studio après l'émission, le mousse du jour, Mathieu, nouveau chroniqueur dans Goal Volant. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Alors Mathieu, de quoi tu vas nous parler, toi? D'un sujet plutôt gai pour lier le sport et transport, les plus grandes tragédies dans le transport de sportifs. Waouh, je sens qu'on va bien se marrer. La mécanicienne de notre navire à la technique aujourd'hui, c'est Fanny. Pour ma part, je vais essayer, tel un capitaine courage de l'émission, de maintenir le cap en vous parlant de l'impact carbone des clubs de foot. Attention, parce que si ça part en cacahuète, je suis plutôt capitaine façon Costa Concordia. Hein. Je me barre. Allez,
On va tout de suite commencer en parlant un petit peu de cet extrait de conférence de presse que je vous ai mis tout à l'heure. Vous avez entendu Mbappé et Galtier. Donc Mbappé qui rit à la question sur le transport. Et puis Galtier qui tente une vanne sur le char à voile. Alors, s'agissait-il d'une maladresse, d'une déconnexion vis-à-vis des enjeux liés à leurs conditions hors normes de sportifs, ou alors un gros foutage de gueule? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que je te dise, moi, ils sont hors sol, ces gars-là. Hein. Ils sont complètement hors sol. Malheureusement, on vit dans une société capitaliste qui est dirigée par le pognon. Et pour le PSG, j'ai pas besoin de le rappeler, c'est le pognon du Qatar en plus. Donc ces gars-là, ils ont des priorités. Leur priorité, c'est le match dans 2 jours. Ils veulent une préparation optimale. Et s'il faut prendre l'avion pour avoir une préparation optimale, ils vont prendre l'avion pour avoir une préparation optimale. C'est tout, c'est triste, c'est malheureux, mais moi, ça m'étonne pas, en fait. Oui, parce que j'imagine que dans le fait qu'ils rient, il y a aussi ce truc il faut mettre les sportifs dans les conditions optimales. Donc l'avion serait mon moyen de transport qui leur... Bien sûr. Toi, Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé de cet extrait? Je suis d'accord avec Benjamin. Je pense pas que ce soit une maladresse non plus. Parce que Galtier, il le dit au début, il dit « je savais qu'on allait me poser cette question ». Donc il a préparé sa vanne. Oui. Vanne qui en soi n'est pas mauvaise, moi je la trouve plutôt drôle. ça peut, pourquoi pas. Mais ouais, non, ils sont totalement hors sol. Après, est-ce que c'était le lieu pour poser cette question-là aussi? Est-ce que c'était les bons interlocuteurs? Je sais pas, c'est plutôt une question qui se pose aux dirigeants, aux managers, quoi. Mais est-ce que l'entraîneur ou un joueur ont un avis à donner là-dessus, quoi? Effectivement, parce que je ne suis pas sûr que ce soit eux qui s'occupent de réserver l'avion, le train, contrairement aux sportifs du dimanche comme nous, qui, quand on va faire un match de foot, un match de tennis, oui, on s'occupe de notre transport. Eux, je pense que ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est quand même pas mal de poser cette question pour soulever un peu le truc? Parce que sinon, quand est-ce qu'on va le faire dans le sport? La conférence de presse, c'est aussi un moyen. Oui, c'est sûr. Il faudrait aussi que le politique s'empare de ce genre de problème. Oui, voilà. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va beau leur dire mais écoutez, c'est pas très normal que vous preniez l'avion, pourquoi vous prenez pas le train? Oui, d'accord, mais en fait, si on laisse les gens décider de ce qu'ils font, ils vont continuer à prendre l'avion. À un moment donné, c'est le politique aussi qui doit dire non, désolé les gars, mais vous allez prendre le train là. Notamment les voyages internes, François Ruffin avait notamment parlé de ça à un moment donné, c'était d'empêcher les voyages en avion à l'intérieur du pays. Ça devrait commencer par ça. On le sait de toute façon, ce sujet-là, on le connaît maintenant depuis un petit moment, on en parle beaucoup. Donc à un moment donné, il faut arrêter de parler, il faut prendre des décisions, quoi. Et ça passe par le politique. Ouais. Je crois qu'il y a une proposition de loi qui va être débattue à ce sujet-là, où ils veulent interdire les déplacements en avion quand il y a une possibilité de train en moins de 2h30. Ouais, voilà. Ouais. Parce que moi, je me pose aussi la question, là, ils font un Paris-Nantes en avion. Je me demande si le temps d'aller à l'aéroport, de charger les bagages, de monter dans l'avion, je ne sais pas s'ils ne prennent pas plus de temps qu'à aller prendre un train. C'est fort possible. Après, ils te parleront du confort, des choses comme ça. On revient sur ce que je disais tout à l'heure, sur cette préparation, sur cette forme de bulle aussi, dans l'avion, c'est peut-être... ça permet de se concentrer, j'en sais rien, mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. C'est pas possible. On ne va pas prendre l'avion pour toutes les semaines pour 2 heures de trajet, quoi. Le confort elle-même dans un TGV en première classe. Bien sûr, dans un avion. moi je suis d'accord. Il y avait aussi le scandale du PSG, là, quand il était déplacé au Portugal pour jouer contre le Benfica, où ils y étaient allés en jet privé et le bus avait suivi tout seul à vide, juste pour récupérer les joueurs à l'aéroport. Pour faire la petite navette à la fin. Et là, on est quand même sur des... sur une grosse connerie. Sur du haut niveau. Voilà. Moi, je crois qu'on est quand même assez d'accord. Allez, on va écouter la première chronique de l'émission Sport et Transport. On va écouter Mathieu. Eh bien oui, mais justement, suite à cette affaire, j'ai décidé de donner moi-même le bon exemple aux joueurs du PSG et je suis venu ce matin depuis mon appartement à Rennes jusqu'à ce trou paumé qu'est au Gant sans prendre mon jet privé. Oh, bravo. Même si ça aurait été plus pratique. En jet, Rennes au Gant, c'est tellement rapide que j'aurais pu rester prendre un café tranquillement chez moi pendant ton édito, coach. N'en déplaise à tous les gauchias, bobos, écolos bien pensants que vous êtes, il y a quand même des moments où le char à voile est inutile et où on ne peut pas se passer de l'avion. Bonjour Joey. Approche-toi, tu verras mieux. Dis donc Joey, tu avais déjà vu un cockpit? Non monsieur, c'est la première fois que je prends l'avion. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Vous ne voulez pas que je contrôle la météo? Non, Victor s'en occupe. Joey, tu as déjà été dans une salle de gymnastique? Vol 209 à tour de contrôle d'Anvers. Montons à 42 000 pieds pour vol de croisière. Reprenons contact à la verticale de Lincoln. Terminé. Attends un peu, je te connais toi.
Tu es Karim Abdul-Jabbar. Tu fais partie de l'équipe de basket des Tigres de Los Angeles. Je suis désolé, mon petit bonhomme, mais tu dois confondre. Je m'appelle Roger Murdoch et je suis copilote. Non, tu es Karim. Je t'ai vu jouer souvent. Mon père a une carte d'abonnement. T'as la classe d'un grand joueur, mais mon père dit que tu travailles pas assez ta défense. Et il dit aussi que t'as plutôt tendance à t'endormir sur le terrain. Et qu'en dehors des mi-temps, on sent que tu fais pas beaucoup d'efforts. On dit ça. Un extrait du film, vous l'aurez reconnu? Non. Non, désolé. Aucune culture cinématographique. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Un point. Bon, le problème de l'avion, on peut se l'avouer, c'est qu'en plus d'être plus polluant que l'épée de toutes les vaches de Bretagne réunies, ça peut parfois s'avérer dangereux. Et oui, car qui dit avion dit forcément crash. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de Tom Hanks, qui pour assouvir sa soif de sport, après le crash de son avion sur une île déserte, se retrouve obligé de jouer pendant 2h30 insupportables et interminables avec un ballon de volée surnommé Wilson. Seul au monde. Ouais. Seul au monde. N'importe où. On commence tout de suite, direction la magnifique Cordillère des Andes. Nous sommes le 13 octobre 1972 et l'équipe de rugby de Montevideo, en Uruguay, est à bord d'un avion de la force aérienne uruguayenne, direction Santiago du Chili, pour y rencontrer l'équipe chilienne. Ça devient de plus en plus nuageux. Reste au-dessus des nuages. Pas de problème. Le plus important pour toi, c'est le rugby ou les nanas? Les nanas. Et toi? Les nanas. Mais quand je joue au rugby, c'est le rugby le plus important. À moins que des nanas regardent. Ouais. Un extrait du film de 1993, Les Survivants, de Frank Marshall, qui raconte justement ce drame. Donc au-dessus de la Cordillère des Andes, l'avion est bien chahuté par un vent violent et il heurte un premier pic, puis un autre avant de finir sa course dans une pente enneigée à 3600 mètres d'altitude. Les 33 survivants ont une réserve de nourriture très limitée, donc ils se rationnent les premiers jours. Et puis ils apprennent par un poste de radio que les recherches sont abandonnées 8 jours après l'accident, parce que l'avion tout blanc est indiscernable dans la neige. Ayant épuisé les quelques réserves de nourriture, ils essayent de manger les bandes de cuir arrachées au bagage, mais ça les rend complètement malades à cause du traitement chimique du cuir. Donc en plus d'avoir froid, ils ont la gerbe. C'est alors qu'un des joueurs a une brillante idée. Fernando Parrado annonce que pour survivre, il va manger le corps du pilote qui a été bien préservé par le froid. Plusieurs autres survivants ont alors la même idée, et c'est Roberto Canessa, un joueur qui est également étudiant en médecine, qui va leur montrer comment découper méthodiquement le corps avec des éclats de hublot et des lames de rasoir. Ils y prennent goût, et les jours suivants, après le cadavre du pilote, ils vont manger la chair de tous leurs amis morts. J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Ah, je vois des mains levées. Le silence des agneaux. Le silence des agneaux. J'allais dire Chianti. Mais ils se retrouvent vite à court de viande, au bout de quelques jours. Et donc 2 joueurs décident de partir à la recherche de secours. Ils préparent leur pactage et leur sandwich au gigot de rugbyman. Et après 10 jours d'expédition, ils arrivent à signaler la présence de survivants. Le 22 décembre, plus de 2 mois après le crash, 2 hélicoptères viennent sauver les 14 survivants. Pas très écolo tout ça donc, entre un vol d'avion à moitié vide et ce cannibalisme, mais n'en déplaise à Guillaume Meurice, Aymeric Caron et consorts, on n'était pas encore emmerdé à l'époque par tous les discours bien pensants, écolos et véganistes. Et puis vas-y toi, comment tu veux faire pour traverser la Cordillère des Andes en plein hiver autrement qu'en avion? Toujours une histoire de froid et de neige, nous sommes cette fois le 6 février 1958, après un match de l'ancêtre de la Ligue des Champions à Belgrade. Au retour de leur qualification en demi-finale, 8 joueurs de Manchester United meurent dans l'incendie de leur avion qui a dû faire escale à Munich pour se ravitailler en carburant. La piste est une vraie patinoire à cause de la neige et l'avion finit sa course dans le décor, provoquant un incendie monstre. L'équipe jeune et talentueuse, qu'on surnommait alors les Busby Boys, était vouée à régner sur le football européen. Elle est au contraire, attention jeu de mots, fauchée en plein vol. Une autre équipe talentueuse avait aussi été décimée en 1949, probablement l'une des meilleures équipes que le calcio ait compté. Le 4 mai, en rentrant d'un match amical à Lisbonne, l'avion qui transporte les joueurs du Torino, qui sont alors champions d'Italie, s'écrase sur une colline de Turin juste avant l'atterrissage. 18 joueurs meurent, dont 8 internationaux. Le Torino est décimé, tout comme la Squadra Azzurra, qui arrive à la Coupe du Monde 1950, très amoindrie. Le 27 avril 1993, c'est la sélection nationale de la Zambie qui est frappée. En route vers le Sénégal pour y disputer un match de qualification en vue de la Coupe du Monde 1994, un des moteurs de leur avion prend feu après le décollage de Libreville et s'arrête net, provoquant la chute de l'avion à 500 mètres au large.
Les 30 passagers, dont 18 joueurs zambiens et membres de l'équipage, trouvent la mort. Une nouvelle sélection est rapidement mise en place, mais elle ne se qualifiera pas pour le Mondial 94. En 1987, c'est le club péruvien de l'Alianza Lima qui perd tous ses membres parmi les 43 victimes d'un crash aérien au large de Ventanilla, après leur victoire sur la pelouse du Deportivo Pucallpa. En juillet 60, 8 membres de l'équipe danoise de football meurent au décollage à Kastrup. Plus récemment, le 27 novembre 2016, c'est le club de football brésilien de Chapecoense qui est décimé en se rendant à la finale de la Coupe sud-américaine lors du crash de leur avion dans les montagnes boliviennes, provoquant la mort de 71 personnes. Alors, un petit point comptable à ce stade de la chronique pour voir si vous avez bien suivi, les gars. Oula. De combien de morts avons-nous parlé jusqu'à présent? Beaucoup. Beaucoup trop, oui. Pas moins de 207. Ouais, de quoi constituer plus de 18 équipes de foot ou quasiment 14 de rugby à 15. En me documentant pour écrire cette chronique, je me suis quand même posé la question de savoir pourquoi la plupart de ces tragédies aériennes ne touchaient que les équipes de foot. J'ai quand même pu trouver la trace d'un crash impliquant une équipe de hockey sur glace. Mais ça se passe en Russie, alors est-ce que ça compte vraiment, sachant que la Russie est régulièrement le théâtre de crash aériens, avec tous les cimetières ambulants qui volent dans son ciel. En septembre 2011, un avion de ligne de type Yakovlev 42 s'est donc écrasé près de l'aéroport de Yaroslav, à 300 km au nord-est de Moscou. L'accident a fait 43 morts, et parmi eux l'équipe de hockey de la ville, 3 fois championne de Russie de hockey. Le 15 février 61, près de l'aéroport de Bruxelles, c'est un Boeing 707 qui s'est écrasé à l'approche de l'atterrissage. Un agriculteur qui travaillait tranquillement dans son champ meurt sur le coup, ainsi que les 73 occupants de l'avion, et parmi eux les 18 membres de l'équipe américaine de je vous laisse chercher, patinage artistique. Ah d'accord. L'ensemble de la délégation de patinage artistique des USA, qui était en route pour les championnats du monde à Prague, a donc disparu. Les championnats ont bien évidemment été annulés cette année-là, mais il faut savoir que cette tragédie a également porté un coup d'arrêt à la suprématie américaine sur le patinage artistique. Pourtant, parfois, il y a bien des alternatives à l'avion. Eh bien, mal en a pris un de nos plus célèbres sportifs français le 27 octobre 1949. Un peu trop pressé de retrouver sa dulcinée à New York, il modifie au dernier moment son voyage et renonce aux joies du bateau pour prendre l'avion. Vous l'avez reconnu? Marcel Cerdan? Marcel Cerdan, oui. Le boxeur Marcel Cerdan qui fricote alors avec Edith Piaf. Edith Piaf. Oh là, mais elle laisse-moi causer aussi. 5-1, je crois. Je n'ai pas fait le compte, mais... Et qui opte donc pour l'avion plutôt que le bateau pour la rejoindre. Bon, on peut le comprendre, hein, entre plus de 4 jours en bateau ou une dizaine d'heures en avion, quand on a les couilles, quand on est amoureux, le choix est vite fait. Malheureusement, le vol d'Air France s'écrase dans la nuit sur une montagne de l'archipel des Açores. Il n'y a aucun survivant parmi les 37 passagers. Alors non, Marcel? Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Et à propos de regrets, on peut aussi évoquer un autre drame à l'origine de l'arrêt d'une émission de télé-réalité de TF1 dès le 2e épisode, Dropped. Le 9 mars 2015, lors du tournage du 2e épisode, une collision entre 2 hélicoptères de la société de production implique la mort de 3 sportifs. Camille Muffat, qui était nageuse, la navigatrice Florence Artaud et le boxeur... Ah, je ne sais plus comment il s'appelle. J'avais Florence Artaud déjà. Ouais. Alexis Vastine. Ouais. Hélicoptère toujours, cette fois en janvier 86, pendant la 14e étape du Paris-Dakar de Niamey à Rarous. L'étape lancée, Thierry Sabine, le directeur de l'épreuve, s'installe dans un hélicoptère avec 3 passagers. Le léger vent de sable au départ se transforme en tempête et à 8 km seulement de l'arrivée, l'hélicoptère se crache. Les 5 occupants sont tués sur le coup, parmi lesquels l'illustre Balavoine. Daniel Balavoine. J'aurais pu évoquer aussi tous les drames liés au sport automobile, aux mouvements de foule et émeutes dans les stades, comme tout récemment en Indonésie. Des milliers de morts au cours de la grande histoire du sport, des tragédies parfois atroces et révoltantes. On pourra quand même noter que les tragédies dans le monde du sport ne touchent presque que les sports d'équipe ou les sports automobiles. On n'a jamais entendu parler de mouvements de foule dans le public d'un tournoi d'échecs ou d'attaques d'ours pendant une course de ski de fond. Mais pour conclure, la plus grande tragédie humaine dans l'histoire du sport, n'est-elle pas finalement 2014 avec la victoire de l'En-Avant Guingamp sur le Stade Rennais? Oh, quel beau souvenir. Non, je voulais plutôt parler des milliers de morts au Qatar pour permettre à cette fumisterie de la Coupe du Monde qui est en train de se tenir. Sur ces belles paroles, bon appétit. On écoute Not Easy to Cook de Cannibal.
how to cook it in a pressure cooker in a bain-marie. It is a delicate and sweet dish. It is a delicate and sweet dish. Not easy to cook. The microwave oven will do the trick. I turned the knob to 966. It is a delicate and sweet dish. It is a delicate and sweet dish. This cookery is sorcery true. Orange bubbles and it looks at me. His half open mouth is trying to speak. I am a delicate and sweet dish. I am a delicate and sweet dish. Not easy to cook. Still hot and steaming, it approaches me. My name is Christian, put me in your belief. I am a delicate and sweet dish. I am a delicate and sweet dish. Gosh, this cookery is sorcery true. Allez, j'avais un petit bonus, pas grand-chose à voir avec le transport, mais l'histoire est sympa quand même. Là, on est le 14 février 2013, le jour de la Saint-Valentin. L'athlète sud-africain Oscar Pistorius, qui est né sans péroné et a été amputé sous les genoux, et sa compagne, la mannequin Reva Steenkamp, dorment d'un profond sommeil dans leur demeure de Pretoria. Pas si profond que cela, visiblement, puisque l'athlète entend des bruits dans la salle de bain. Seule explication possible, il s'agit d'un cambrioleur désirant sûrement voler du gel douche et du fil dentaire. Seule solution possible, se lever sans faire de bruit pour ne pas réveiller madame, se saisir d'une arme à feu et tirer à 2 reprises à travers la porte. Aller chercher ses prothèses dans la chambre, sans se soucier de sa femme qui dort toujours malgré les coups de feu, et revenir vers la salle de bain pour tirer à nouveau 2 fois. Puis entrer dans la salle de bain et réaliser qu'il ne s'agit pas d'un cambrioleur, mais bien de sa compagne qui s'était levée pour aller pisser. On peut dire que ce jour où Oscar Pistorius a tué sa fiancée, il était de mauvaise humeur, il s'était levé du moignon gauche. Oui. Merci Mathieu pour cette chronique joyeuse. Très joyeuse. Vraiment une première chronique de la joie, de la bonne humeur. Petit bilan quand même final. Donc 207 au premier décompte, 207 morts au premier décompte, plus 161 dans la deuxième partie de ma chronique. On est arrivé à un total de 368 morts sur cette chronique. Eh bien, est-ce que c'est un score que tu essaieras de battre lors de la seconde? Non, ça devrait. Non, ça devrait. Bon. Merci Mathieu. Donc, pendant ta chronique, on a entendu Cannibal, Not Easy to Cook. Vous êtes toujours sur le 106.6 à l'écoute de Timbre FM. Et on va passer maintenant à la chronique de Benjamin pour Sport et Transport. Alors les cocos, ça gaze? Vous allez au taf en bagnole pour rembourser le prêt qui vous a permis de faire le plein pour aller au taf en bagnole, hein? Tout va bien? Allez, vous inquiétez pas, votre ami Benjamin a la solution.
Depuis plusieurs années, un vent d'air frais souffle dans le dos des cyclistes. De plus en plus de personnes se lancent dans ce qu'on appelle la cyclo-randonnée, le cyclotourisme ou encore le cyclo-camping. Entre vacances, activités physiques et liberté, entre amis, en famille ou seul, ce loisir n'est cependant pas nouveau. Autrefois, on appelait ces gens des hippies. Et oui, j'ai retrouvé pour vous une archive datant de 1962. Écoutez bien. Mais qu'est-ce qu'ils foutent avec leur vélo ? Ils vont mettre 3 semaines à faire le tour de la Bretagne, alors que moi, avec ma bagnole, j'en ai pour un jour, hein, vroom vroom vroom. En plus, ils puent ces gens-là, ils se lavent pas, bah... Et oui, c'est le genre de propos qu'on pouvait entendre à l'époque. Et aujourd'hui, qui fait du cyclotourisme ? Deuxième archive. Mais qu'est-ce qu'ils foutent avec leur bagnole, avec leur vélo, c'est bobo. Ils veulent sauver la planète, bah... Ils veulent interdire les bagnoles, bah... Mais moi, on m'empêchera pas de rouler avec mon gros SUV, vroom vroom vroom, bah... Incroyable, on a retrouvé la même personne à plusieurs années d'écart. De ta famille, je crois, non ? Non. Allez, j'exagère. Entre fantasmes et préjugés, on va essayer de démêler le vrai du faux. Et surtout, de peut-être vous donner envie d'enfourcher un Peugeot, un Farad Manufacture ou un Gitane. Pour vous, j'ai contacté un expert, que dis-je, une référence du cyclo-camping en France, Freddy. Depuis quand tu fais du vélo, Freddy ? Oui, disons que j'ai pratiqué régulièrement à la louche de 21 ans à 53 ans, je crois, ou un truc comme ça. C'est pour moi le moyen le plus fabuleux de voyager. Donc je trouve que c'est assez génial parce que les vacances, c'est aussi se dépayser, enfin pour moi. Et c'est vrai que, avec le vélo, on est vite dépaysé. Alors, c'est pas le dernier venu dans le monde du cyclotourisme. Freddy, il a pas mal bourlingué. Bon, j'ai roulé en France, heureusement. J'ai roulé un peu en Angleterre, j'ai roulé au Canada, aux États-Unis. J'ai roulé au Portugal, j'ai roulé en Espagne, en Italie, j'ai roulé en Allemagne. Moi, j'ai roulé plutôt dans les terrains de montagne parce que j'étais de la région Rhône-Alpes et c'est vrai que j'ai toujours un peu... moi, j'ai un peu appris la géographie en faisant d'école, en fait. Il nous est arrivé de faire entre 8 et 10, 12 cols par jour. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire 12 cols par jour, il n'y a pas de problème. Un voyage à vélo, par contre, ça se prépare un minimum, notamment sur le parcours ou la routine de la journée. On peut dire que par jour, moi j'ai toujours pensé que 80 km, entre 80 et 100 km par jour, c'est très bien. Donc on se donnait un itinéraire à la louche aller-retour. Et puis après, on traçait un trait sur la carte. On disait, tiens là, ça a l'air sympa. À l'époque, on utilisait beaucoup les cartes Michelin, il n'y avait pas de GPS. Pour mesurer l'itinéraire, on se servait d'un fil à coudre. Et avec un peu d'habitude, sur 80 bornes, on se trompait pas bien plus de 4-5 km en plus ou en moins. Ce que j'aimais bien, c'était m'arrêter vers 17-18 heures, de faire les courses, de manger près d'un point d'eau, de ranger les affaires, et puis tranquillement, vers 7h, 7h30, surtout à la belle saison, on peut se permettre de rouler demi-heure et de trouver un emplacement qui nous convient. On a écouté une première archive tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous en rappelez, et donc j'ai demandé à Freddy s'il se faisait traiter de hippie à chaque sommet de col. Les cyclo-campeurs, en tout cas de mon temps, étaient plutôt des gens perçus comme des gens pas flemmards. Bien entendu, on a un pays où la valeur travail compte beaucoup. Moi, je trouve que la manière dont on travaille est complètement aberrante. Mais enfin, j'ai travaillé aussi sur 44 ans. Quand on arrivait dans des endroits un peu perdus dans un village en haut d'une montagne, etc., les gens, ils étaient, toute proportion gardée, admiratifs. Bon, on a quand même eu un petit discours de hippie, là, non, sur la valeur travail et tout ça. Moi, j'aime bien. Alors, Freddy, c'est un adepte du camping sauvage et parfois, il n'hésitait pas à demander où il pouvait s'installer. Souvent, en fin de journée, quand un coin nous plaisait, si on trouvait une ferme, on demandait si on pouvait camper pas trop loin pour avoir de l'eau. Il y a plein de fois, on nous dit, vous venez voir un coup, et puis comment vous faites pour vous laver? Oh, mais bon, on a des douches, vous allez, on va vous faire prendre une douche. Une fois, je me rappelle, on me disait, on va faire les courses, alors vous sortez du village, vous faites 5 km, on est à tel numéro, vous rentrez, vous vous installez, vous prenez votre douche et puis on arrivera dans 1 heure ou 2. Peinard.
Bon, des fois, il ne trouvait pas forcément d'endroit pour dormir. Alors Freddy, qu'est-ce qu'il faisait? Il improvisait. Hein. Il m'est arrivé de dormir dans une cabine téléphonique. Ah ouais? T'as dormi dans une cabine téléphonique? Ben oui, je veux dire, il faisait un temps pourri, j'avais pas trouvé, c'était tout trempé, en dépannage, accroupi, voilà, j'avais mis les sacoches autour parce que les cabines, le verre descendait pas jusqu'au sol. Bah oui, on dort où on peut. Hein. Et bon, comme pour la randonnée à pied, il y a quand même un point qui est primordial pour le cyclo-camping, c'est le matos. Eh ben oui, c'est le matos, évidemment. Alors Freddy, qu'est-ce qu'on embarque? Je croise encore des gens sur la route régulièrement, et quand je vois le bazar, pour rester poli, que les gens portent, moi j'arrivais à partir, franchement, pour un mois jusqu'à voire 2 mois, avec 18-19 kilos de bagages. Il faut un vélo qui soit fiable et des porte-bagages qui soient fiables pour pas être embêté, des bonnes sacoches. Alors à l'époque, il fallait un peu se les fabriquer parce qu'on avait soit des sacoches en coton qui étaient très bien, mais il fallait les tremper une fois par an dans du GNU, c'est un produit pour les imperméabiliser. Moi, en général, j'avais 2 grosses sacoches devant, et derrière, j'avais la tente ou une partie de la tente et un duvet. Maintenant, moi, j'ai un réchaud MSR multicombustible. L'intérêt, c'est qu'on peut mettre ce qu'on trouve. Il m'est arrivé, avec un réchaud MSR, d'être à la campagne, j'avais plus de carburant. J'ai demandé à un agriculteur ou à quelqu'un qui avait de l'essence pour sa tondeuse, et ça m'a dépanné. Bon, la frontale, c'est vraiment, à mon avis, indispensable. Donc, vélo fiable, porte-bagages fiable, sacoche, tente, duvet, réchaud, frontal, outillage évidemment, plus bien sûr les fringues. On en a pas mal parlé avec Freddy, faut les limiter au maximum et au pire, ça s'achète sur le chemin. Bon, ça donne pas envie là, sérieusement? Le dépaysement, l'admiration des gens, les apéros gratos? Attention par contre, faut pas se lancer tout de suite dans un tour d'Europe. Ce qui est bien, c'est d'essayer des week-ends, ou dire on part 3-4 jours, on essaye, etc., pour être sûr que quand même, on accroche à l'activité. Il faut vraiment trouver un équilibre. Si certains veulent faire 50-60 km par jour, c'est déjà très bien. Même avec des gamins, si on fait que 30 bornes, on voit quand même du pays. Il peut y avoir des très gros écarts de sensations en vélo. On peut trouver un col très difficile, par exemple en début de journée. On peut descendre, se faire super plaisir et passer le 2e col comme une fleur, ou de nouveau galérer. Ça fait partie du vélo. Eh oui, il faut tester avant de se lancer. Bon, j'entends les réticences de certains. Oui, mais c'est sportif le vélo, ça fait mal aux jambes, ça fait mal aux fesses. Écoutez Freddy ce qu'il en pense. Avec un peu d'entraînement, on peut faire vraiment sans problème. 2000 km dans un mois de congé, et 3000 km, c'est tout à fait accessible, à condition d'avoir une hygiène de vie, c'est-à-dire d'utiliser dans le quotidien son vélo. Ce qui compte, c'est de passer des bonnes nuits. Parce que si, effectivement, on se laisse dépasser par la fatigue, effectivement, les journées sont très difficiles, on perd beaucoup de plaisir. Moi, j'ai jamais été un sportif. J'ai fait des choses quand même un peu... T'as quand même monté le Tourmalet, hein, je te rappelle. Ah, mais le Tourmalet, je l'ai fait je sais pas combien de fois. Bah oui, le Tourmalet, qu'est-ce que tu fais, hein? Bon, Jérôme? Oui. De toute façon. Bon, vous voyez, tout le monde peut y arriver. Et puis au pire, j'ai envie de vous dire, il y a toujours le vélo électrique. D'ailleurs, Freddy, est-ce que tu as un avis là-dessus? Moi, je trouve que le vélo électrique, c'est très bien. Je crois, en tout cas, que même s'il y avait eu des vélos électriques à mon époque, je crois que je n'en aurais pas pris. J'aurais préféré être complètement autonome, surtout qu'une batterie, il faut la recharger. Donc, après que les gens l'utilisent et en vieillissant, etc., je comprends bien. Parce que si en vieillissant, on a besoin de plus de confort. Allez, vous avez le droit. Mais comme le dit Freddy, gare à la batterie. Et je vous assure, ça arrive. Moi, j'en ai croisé sur la presqu'île de Crozon. Les pauvres, ils étaient au bout de leur vie. Ils avaient encore 20 bornes à tirer à sec. Véridique. Bon, ce que j'aime quand même beaucoup avec Freddy, c'est qu'il n'a pas un discours « c'était mieux avant ». Tenez, écoutez ce qu'il pense des cyclotouristes actuels. Je trouve que c'est super, ça me fait très plaisir. Quand je croise des cyclocampeurs, je suis très nostalgique.
je suis super content que les gens prennent conscience que pour beaucoup de déplacements du quotidien, on puisse utiliser un vélo. Et c'est vrai que ça permet moi je suis persuadé que ça permet de garder une bonne santé. Et un argument de plus, la santé. Franchement, s'il ne vous a pas convaincu, là je comprends plus. Vous allez me dire, mais il a jamais eu de galère, de moment où il s'est dit, allez c'est bon, j'arrête le vélo. Une année, j'étais seul, j'avais fait dans la journée un muletier qui s'appelle le col du Parpaillon à 2008, sur un chemin de terre, j'étais descendu de l'autre côté, j'avais passé, je sais plus si c'était Vars ou Isoire, et puis j'étais pas bien, j'étais en forme, très vite je me suis aperçu qu'en fin de compte, effectivement j'avais pris un zona et j'étais complètement, j'avais perdu du poids et tout, je m'en étais pas rendu compte. Bon, je me rappelle que ça, vraiment, je me suis dit, mais dans quoi tu t'es lancé, quoi? Mais j'arrête le vélo, jamais. Allez, pour ceux qui vont se lancer, oui, je pense à toi, et toi, un dernier conseil. Bon, j'étais cyclotouriste et il y avait quelqu'un qu'on appelait l'apôtre du cyclotourisme, qui s'appelait Paul de Vivy, qui est bien connu à la Fédération de cyclotourisme, et qui disait, il faut boire avant d'avoir soif. Il faut manger avant d'avoir faim. Je rajouterai, il faut dormir avant d'avoir sommeil. Il faut s'arrêter avant d'être crevé, etc., etc. Bon, j'aurais aimé vous diffuser l'entièreté de cette discussion avec Freddy, tellement elle était passionnante. J'aurais aimé que vous l'entendiez parler de ses vélos, de la répartition optimale du poids, de sa vache à eau, de tous les cols des Alpes qu'il a gravis, sauf un au-dessus de Tignes, de son apprentissage de l'anglais avec la BBC avant de partir au Canada, des orages au sommet des cols, du type de duvet à prendre, du séchage des vêtements, etc., etc., etc. Inarrêtable. Tant qu'il y a des piles, moi je continue, qu'il m'a dit. Freddy, c'est un passionné, curieux de tout, très accessible, amoureux de la nature et des gens, débrouillard. Je ne sais pas quelles sont les qualités d'un ou d'une cyclotouriste, mais je suis sûr qu'elles ne sont pas loin de celles de Freddy. Merci Benjamin. Eh ben, un bel entretien, je crois que tu as mené avec, incroyable. Avec Freddy. Ouais. Incroyable. D'ailleurs, à l'issue de l'entretien, il m'a dit forcément qu'il y avait plein de sujets qu'il n'avait pas eu le temps d'aborder au bout d'une heure de conversation, et que donc, si éventuellement des auditeurs ou des auditrices ont des questions à poser sur le cyclo-camping, il est complètement disponible pour répondre à vos questions. Par contre, prévoyez au moins une après-midi, parce que c'est un peu long. Quand même. Est-ce on sait comment on peut le contacter, Freddy? Non, il n'a pas laissé son 06. Écoutez, je ne sais pas si on peut laisser des commentaires, par exemple, sur nos réseaux sociaux. Voilà, sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Comme ça, nous, on peut lui faire remonter aussi. Et éventuellement, pourquoi pas, l'appeler en direct pendant une émission, des choses comme ça. Ça serait envisageable. Il a l'air d'être intarissable et plein de bons conseils. Tout à fait. Bien, merci Benjamin pour vraiment ces conseils, ces très bons conseils que tu es allé chercher auprès de Freddy. Je crois que Benjamin, tu avais un petit conseil Q à nous soumettre pour compléter les propos de Freddy. Le conseil culturel de Gaulle Volant. Le conseil Q culturel. Le conseil Q. Oui, alors, bon, moi je vais rester sur le thème du vélo. Par contre, c'est pas vraiment un conseil culturel, c'est plutôt un conseil culinaire. Ah oui. Mais ce que je vais dire, ça concerne aussi la rando à pied. La bouffe en rando, on va pas se mentir, ça se résume souvent à pâtes, riz, soupe, salade, sandwich. J'ai encore jamais vu quelqu'un se préparer, je sais pas moi, un hachis parmentier en itinérance, par exemple. Même si on peut parfois être surpris par tout ce qu'on peut finalement faire avec un réchaud, une petite casserole et une petite poêle. Alors si toi, tu es fan de Jean-Pierre Coff, de Maïté ou d'Etchebest, voilà quelques idées de recettes pour te changer des cultissimes pâtes au pesto. Du taboulé. Tu prends de la semoule que tu fais tremper dans de l'eau froide 1 heure, paf, tu rajoutes oignons, tomates, concombres, poivrons, citron, pois chiches pour les protes, et bim, un ratable ma poule. L'omelette au poivron, 4 œufs. Bon, tout le monde sait faire une omelette, non? Et bam, poivron, oignon et curry avec. Un dalle, tu fais revenir un oignon dans ta casserole, t'ajoutes de la pulpe de tomate, des lentilles corail, du lait de coco et un peu de coriandre pour ceux qui kiffent, et si t'es chaud, un peu de riz pour accompagner. Ça c'est bon ça. Un risotto champignon. Eh ouais mon gars, risotto champignon. Tu fais revenir tes champis avec ail et oignon, ma gueule, t'ajoutes ton riz, tu remues bien comme ça, et puis t'ajoutes de la flotte, 5 volumes d'eau pour un volume de riz, et tu laisses cuire à feu doux, pépouze. Et pendant ce temps, tu montes ta tente feignasse. Du couscous.
tes légumes, je sais pas moi, des carottes, des courgettes, ce que tu trouves, quoi, tu me les coupes et tu me les fais revenir dans ta casserole avec des pois chiches. T'ajoutes ta flotte et tu laisses mijoter une vingtaine de minutes, ma gueule. Oh, et si t'as quelques épices comme du ras el hanout, alors là, tu me fais plaisir. Et ensuite, tu hydrates ta semoule avec tout ça. Ou sinon, vous pouvez toujours acheter tout un tas de bouquins vous présentant des recettes sac à dos. Donc, c'est des recettes pour partir la journée, on les prépare avant, ou en itinérance. Aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou sinon, vous pouvez également suivre les directives de Freddy. On gardait toujours, j'allais dire, 2 verres de riz, 2 sachets de thé, parce qu'il y a toujours le moment où on a oublié que c'était le week-end, où on est arrivé un peu tard, les magasins sont fermés. Donc, on avait 2 sachets de soupe, 2 bols de riz et puis du thé. Et avec ça, on peut quand même rouler le lendemain, quoi. Ouais. Eh oui, les petits tuyaux. Merci Benjamin pour toutes ces recettes. J'ai l'impression qu'il faut beaucoup d'oignons. C'est bon les oignons. Oui, carrément. Et puis, les pois chiches. J'ai eu un peu l'impression que tu nous engueulais quand même sur l'alimentation. Pourquoi? Je sais pas, je te sentais... Que ça donne beaucoup plus envie que la chair humaine. Oui, si on compare vos goûts respectifs. J'ai pas trouvé de recette à base de chair humaine. Il y a un très bon bouquin qui s'appelle La cuisine cannibale de Roland Topor, qui date des années 70. Merci Mathieu pour tous ces bons conseils. On va revenir un petit peu au débat qu'on s'était un peu... à la question qu'on s'était un peu posée au début, donc sur la conférence de presse de Christophe Galtier et Kylian Mbappé, donc sur le sport et transport. Pour se resituer un peu dans le débat, j'aimerais qu'on écoute les excuses donc de Galtier après coup, et aussi la réaction du sympathique Adil Rami à cette polémique. Évidemment que ce n'était pas le moment de faire, je le regrette. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'humour, ou c'était une blague de mauvaise qualité et pas au bon moment. Mais croyez-moi, je suis concerné sur les problèmes de climat, problèmes de notre planète. Et je sais la responsabilité que nous avons. J'ai entendu beaucoup dans la journée qu'on était hors sol, c'est faux. Heureusement que la question m'a pas été posée en conférence de presse. Heureusement, mon Dieu. Je peux te dire, j'aurais créé une armée d'écolos. On peut plus rigoler, plus d'humour, c'est fini, basta. Après voilà, j'ai du respect. Bien évidemment que je me rends compte, la planète qu'on va laisser à nos enfants, machin. Je sais, la preuve, je songe à changer de voiture. Bravo. Alors, je sais pas si vous entendez, quand Adil Rami s'exprime, on entend un bon gros bruit de moteur derrière. Parce vroom, vroom, vroom. Voilà, vroom. il fait sa vidéo en bagnole. Puis il dit l'état du monde, machin, et c'est bon, tout est dit, quoi. Moi, je voulais remettre ça un peu déjà pour écouter Christophe Galtier ramer. Mathieu, tu nous faisais les signes pendant qu'on l'écoutait. C'est aussi, je me demandais s'il n'y avait pas de l'indulgence vis-à-vis des sportifs. Alors là, ils se sont fait épingler, mais ça fait des années qu'ils prennent des avions dans tous les sens. Je voulais aussi le mettre en parallèle avec notre ancien Premier ministre, Jean Castex, qui s'est fait épingler pour être allé voter dans les Pyrénées. Il était parti en avion pour aller voter. Tout le monde a dit que c'était un scandale, ce qui est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu deux poids, deux mesures où le premier politique se fait épingler et dans le sport, on en parle quand même très peu? Là, on en cause quand même, là. Oui, quand même. Ici. Mais je sais pas, moi j'ai peut-être l'impression aussi que, plus particulièrement peut-être les footballeurs, ils ont un peu cette image aussi de gentil naïf, un peu bête et tout ça, machin, et donc on va peut-être leur pardonner aussi, effectivement, ça. Oui. J'ai l'impression que c'est un peu l'image qu'ils ont. Après, moi, j'ai quand même toujours eu dans l'idée que tout est politique, finalement, et que souvent on dit, oui, mais est-ce que les artistes doivent s'engager, et tout ça, machin. C'est le même problème qu'avec les sportifs. Moi, je pense que, oui, à un moment donné, tout le monde doit s'engager d'une manière ou d'une autre, et que ce soit des artistes ou des sportifs qui, eux, ont justement accès à un public quand même assez large, je trouve que c'est d'autant plus important de s'engager. Alors, de différentes façons, moi, je suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent penser, mais à un moment donné, oui, non. C'était pas dans la charte de l'émission, quand même. Non, mais c'est ça, ils sont à l'image. En fait, ils sont à l'image de la société, les sportifs. Ça devrait être un engagement de tout le monde dans la société. Enfin, d'accord, il y a des cons, il y a des gens qui réfléchissent. Et chez les sportifs aussi, et chez les artistes aussi. Oui, mais chez les sportifs, moi j'ai l'impression que j'ai jamais entendu un acteur dire écoutez, cette question-là, je vais pas me la poser parce que je suis concentré sur mon rôle. Là, il y a pas longtemps, j'ai entendu Caroline Garcia à qui on posait une question un peu polémique sur une joueuse chinoise qui avait disparu un peu de la circulation suite à des accusations sur des membres du gouvernement. Caroline Garcia disait bon, je verrai après ma carrière. En gros, j'ai pas le temps, je suis focus, je suis concentré sur mes matchs,
ma carrière à mener, ma progression. Oui, bah après, il doit avoir aussi une forme de pression, j'imagine, Bien sûr. derrière. C'est-à-dire que quand on entend Galtier là, faire son petit discours là, sur machin, bah, déjà, moi j'ai l'impression qu'il découvre le mot climat. Tu sens bien quand même la petite réunion de communication juste avant. Tu sens que ça a été bossé avec un orthophoniste pour bien voilà, dire le mot, Christophe. voilà, Mais il s'est fait taper sur les doigts un peu, apparemment, quand même. Galtier Par les instances, ouais. Ah oui. Par ses supérieurs. Ouais. Bah oui, parce que tu disais bad buzz et des choses comme ça. Bah oui, effectivement. Encore quoique, moi j'ai envie de dire, comme tu disais aussi, on en a parlé quelques jours et puis après basta, quoi. Enfin, c'est vite passé, en fait. Bah oui. On s'est pas penché sur les nouveaux déplacements du club du PSG. Je sais pas si depuis, ils ont pas fait des ça n'a trucs pas dû aussi. changer grand-chose, quoi, au final. Non, je pense pas. Mais oui, pour revenir à ta question, bah oui, je pense qu'il y a une forme de pression. Peut-être qu'on est, peut-être qu'aussi la majorité des gens, c'est peut-être pas ça qu'ils attendent des sportifs. En fait, c'est peut-être plus simplement des performances et puis c'est tout. J'en sais rien, mais On a l'impression que le sport est quand même un domaine dans lequel c'est bon. C'est bon. On en parle en politique. On peut regarder des films qui peuvent être politisés. oui, Le c'est du sport, divertissement un petit peu, quoi. On Bah- n'a pas envie de rester dans des sujets qui sont effectivement un peu déprimants, quoi. Oui, on se prend pas la tête. Cette phrase insupportable. Enfin, c'est là que ça se. Et on devrait, je pense, moi. Oui, bien sûr. Ouais. Puis on a peut-être toujours aussi le mythe du sportif qui réfléchit pas, en fait. Oui, bien sûr, ouais. C'est ça, ouais. Tout à fait. Ça, c'est quand même entretenu médiatiquement. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression que les footballeurs, quand on entend leur parcours à partir de leurs 14 ans, rien n'est fait pour qu'ils réfléchissent sur ce qui se passe. Oui, il y a ça aussi. Ils sont, depuis qu'ils sont très jeunes aussi, ils sont dans une sorte de bulle aussi qui les coupe un petit peu du monde extérieur. Et puis, ils sont effectivement focus sur leur carrière, sur leur performance. Donc, ce qui fait que ça peut effectivement empêcher de... Même si il y a quand même des gens dans le milieu du sport qui quand même prennent des partis pris et qui s'engagent aussi de toute façon. Dans d'autres sports, je pense qu'on entend plus Karabatic, il me semble, au handball, alors je ne sais plus si c'est lui qui a créé une asso ou il est en lien avec une asso justement sur tout ce qui touche l'environnement. Alors après, est-ce que c'est pour son image ou est-ce que c'est un peu plus engageant? C'est du greenwashing, ouais. Je ne sais pas. Après, on a quand même l'impression que plus le sport est médiatisé, moins les gens vont pouvoir s'exprimer. Est-ce qu'il y a des pressions de sponsors, de... Pardon. C'est vrai, le mot sponsor qui te met dans ce état-là. C'est le mot ouais. sponsor, pardon. Ouais. Bien, on va conclure cette petite discussion. Et puis, on va passer à ma chronique. Donc, je m'auto-lance pour ma chronique. Donc, moi, je vais vous parler du bilan carbone, justement, des clubs de foot. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'on se rende au stade pour rejoindre notre envoyé spécial là-bas, Benjamin, car le match vient de se terminer. Oui, Jérôme, oui, tout à fait. Je suis en direct du stade où le FC Marseille vient de s'imposer face à l'Olympique parisien, 2-1. Et je suis en compagnie de Neylan, buteur et passeur décisif pour le club marseillais. Une belle victoire, Neylan, hein? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a eu du mal en première période. On prend un but bête. À la mi-temps, on s'est dit les choses. On est revenu sur la pelouse avec d'autres intentions. On marque 2 fois, donc ça fait plaisir. Après, comme j'ai dit... Le championnat, il n'est pas fini, il faut continuer à travailler. Mais vous revenez quand même de loin, après un début de saison raté. Vous restez maintenant sur 10 matchs consécutifs sans défaite. Vous êtes dans une très bonne dynamique. Ouais, on a eu du mal en début de saison. On a discuté, on s'est dit les choses. On a pu aborder les matchs avec d'autres intentions. La route tourne en fin de tournée. Après, comme j'ai déjà dit, le championnat, il n'est pas fini. On ne va pas brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendu. Il faut continuer à travailler. Ouais. Aujourd'hui, vous reveniez à hauteur de votre adversaire du jour, en tête du championnat. Mais comme ils ont fait le déplacement en train, ils bénéficient du bonus carbone qui leur permet de marquer 1 point malgré leur défaite. Vous qui n'avez marqué aucun point bonus carbone depuis le début de la saison, vous pensez revoir votre stratégie? Oui, tout à fait. Jusque-là, on a fait tous nos voyages en avion et on le paye aujourd'hui. Il reste 6 matchs. On envisage de faire le déplacement à Nice à vélo pour gagner 2 points bonus carbone. Et puis les autres en train, tous les points vont compter. Après, comme j'ai déjà dit... On sait, Neylan. Merci, Neylan. Et bonne fin de saison. Merci. Voilà, un bon succès pour les Parisiens, mais qui vont devoir revoir leur copie de transport s'ils veulent gagner le championnat cette année. Merci, Benjamin. On revient vers toi si tu as du nouveau. Oui, pas de problème. Ouais. Il serait cool d'imaginer un petit peu ce monde-là.
Allez, venez, on imagine. Non, je ne vais pas chanter, rassurez-vous. Imaginez un monde, déjà, où il n'y aurait pas des matchs de foot tous les soirs. Imaginez un monde où les équipes se déplaceraient en train pour se rendre dans la ville d'à côté, même les grandes équipes. Un monde où les équipes se déplaceraient en train, même quand ce n'est pas à côté. Un jeudi soir, sans ces 32 matchs de Coupe d'Europe. Imaginez un monde où les supporters ne suivraient pas par milliers leur club à l'autre bout du monde juste pour un match. Un monde où l'équipe gagnerait des points écologie pour les gestes qu'ils feraient. Non, j'avais dit que je ne chanterais pas. Et oui, vous vous en doutiez, le football n'est pas un sport écolo. Déjà, les sports ayant développé un haut niveau très médiatique génèrent beaucoup de pollution. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la Coupe du Monde au Qatar. Bon, si, je vais en parler, mais juste un petit peu. Je suis un peu obligé. Petit élément en plus, petite crotte par-dessus la boule de caca. Savez-vous que les infrastructures qataries ne permettent pas d'héberger tous les supporters arrivant pour assister à la Coupe du Monde? Alors qu'est-ce qu'on fait? On les héberge dans les pays voisins et on met en place 160 navettes par jour. Et les navettes, c'est des avions supplémentaires. Donc ça, c'est bon. Alors, moi, je vais plutôt vous parler des clubs. Alors, on va dresser un petit bilan des progrès qu'on peut faire quand on est un club. Alors déjà, on pourrait parler de la construction des stades, très souvent en béton, dont la production émet beaucoup de CO2. Mais il y a énormément d'autres progrès à faire. Nourriture, éclairage, arrosage de la pelouse. L'arrosage des terrains de foot peut représenter jusqu'à 1/3 de la consommation d'eau d'une commune. C'est énorme. Et surtout le transport des équipes, mais aussi des supporters. Parce que le football est l'un des sports où les supporters se déplacent le plus. Et ça a un sacré impact sur les émissions de carbone. Mais alors, existe-t-il des clubs qui font plus d'efforts que d'autres? En mai 2022, un classement est sorti. Un organisme anglais indépendant a classé les clubs de Ligue 1 du plus vert au moins écolo. Et évidemment... Qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. Même pas. C'est le rival lyonnais qui l'a emporté. Oh non, ça aurait été trop bien. Bah ouais, mais non. Saint-Etienne n'a fini que 3e. Et oui, c'est l'Olympique lyonnais. Donc Jean-Michel Aulas met des choses en place pour l'écologie. J'étais assez surpris. Panneaux solaires sur le stade, navettes et transports en commun pour limiter les embouteillages aux abords du stade, et même jardin en permaculture. Il y a un important dispositif de tri des déchets au sein des installations du club rhodanien. Et aussi récupération de l'eau de pluie. Bon, alors il y a des choses, on se dit que c'est bien, mais c'est pas non plus incroyable. Alors, qui supporter si on veut mettre un peu la balance écologique dans notre choix de club? Alors, ça peut dépendre un peu de de ce qui importe le plus pour vous écologiquement. Si vous ne supportez pas les bouteilles en plastique, vous pouvez vous tourner vers le HAC, le club du Havre, qui en interdit l'usage. L'Ajax d'Amsterdam, lui, a des panneaux solaires aussi installés sur son toit. En Espagne, le Betis Séville fait tous ses déplacements en train et a signé un accord avec la Renfe, la SNCF espagnole. On pourra saluer plusieurs initiatives comme ça. Mais l'exemple, dans le foot de haut niveau, c'est Forest Green Rover, club de l'Est de l'Angleterre basé à Nailsworth. C'est un club qui concentre un nombre d'initiatives énormes depuis l'arrivée au club de leur président actuel, Dale Vince. Alors, nourriture végane dans le stade, maillots en matière recyclée, panneaux solaires sur le toit du stade. Ils ont même un projet de nouveau stade très écolo. Après, sportivement, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Le club venait d'accéder au 3e niveau anglais, mais est classé bon dernier à l'heure où je vous parle. Donc, le Forest Green Rover a quand même obtenu la neutralité carbone, certifiée par l'ONU, en 2018. Seul club de foot au monde à bénéficier de ce label. Donc, la neutralité carbone, c'est pour Forest Green Rover maintenant, mais pour le club de Liverpool, c'est prévu pour 2050. On n'y est pas encore. Et pourtant, je vais conclure là-dessus, ça fait un moment qu'ils nous promettent qu'on ne marchera plus jamais seul. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end
of a stone. There's a golden sky and the sweet silver sound of a lark. Walk on through the wind. Walk on through the rain. For your dreams be tossed and blown. Walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Walk on with hope in your heart, and you'll never C'était Jerry and the Peacemaker, You'll Never Walk Alone, l'hymne du club de Liverpool. Vous êtes toujours à l'écoute de Timbre FM sur le 106.6. Vous écoutez Goal Volant, match 5. Et on va passer à la troisième mi-temps. Quel est le moment que le sportif attend? C'est la troisième mi-temps. Quel est le moment que le sportif attend? C'est la troisième mi-temps. Va chercher le pack de bière. Ah là là, ce tube de Thierry Roland. Alors, pour la troisième mi-temps, je vous propose un jeu collaboratif. Ah, j'aime ça. Donc, à vous deux, vous allez devoir... Oui. Ah, c'est inspiré du Burger Quiz. Écoutez bien les consignes parce qu'après, sinon, vous allez trop fraises. Vous voyez le jeu Burger Quiz? Salade au poivre? Oui. Je vous propose un mot. Il va falloir me dire si c'est sport ou transport ou les deux. Mais j'ai rajouté une petite nuance. C'est que j'ai rajouté gros porc. Ah oui. Donc, ça peut être sport, transport, gros porc. Et ça peut être les trois en même temps ou que deux parmi ces trois propositions. Vous devez vous mettre d'accord. Vous avez compris? Oui. Ça va se faire en jouant. C'est des mots, hein. Je vous dis un mot et vous dites si c'est rattaché au... Premier mot, rail. Il n'y a pas des rails dans un sport quelconque? Les trois. Le sport. C'est un peu un gros port, non? Je sais pas. Je vois aucun Et, lien avec le... et transport, ce serait quoi? Ah, la rail, bah oui. Les rails de chemin de fer. Ah oui. Donc votre réponse, c'est les trois. Les trois. Ouais. Eh bien non, parce que c'est pas un gros port. Oh. Rail. Non. Ah bah pardon, rail. Excusez-moi. Excusez-moi. Et c'est perdu. Le deuxième, Costa. Costa. C'est pas une compagnie aérienne? Non, pas aérienne. Costa Ferries ou je sais pas quoi. Ouais, un truc comme ça. Hein. Ça a été dit dans l'émission déjà. Oh. Donc transport déjà. Sport, qu'est-ce que ça pourrait être Costa? C'est pas à moi qu'il faut demander des noms de sportifs. Costa. Je sais pas, c'est peut-être. Il y en a bien un qui s'appelle Costa, quoi. Ouais. Mais du coup, est-ce que c'est un gros port? Bah si on le connaît pas. Ouais, ça devait être difficile. Sport et transport. Sport et transport. Ces deux-là. Ok, allez. c'est ça. Oui. Albert Costa, vainqueur de Roland Garros 2002. Noël Le Graët. Ah, bah sport.
Transport. Je vois pas trop le lien, moi. Il aurait pas été directeur de la SNCF. Ah. Je sais pas. Attends, je regarde sur mon En tout téléphone. cas, Ah, Patrick. Ah, pardon. Gros port, ça se tient un peu, non? Bon, oui, j'ai envie de dire ça aussi. Ouais. Sport et gros port. Sport et gros port. Et c'est une bonne réponse. Oui. Noël Le Graët est épinglé pour des comportements tout à fait déplacés en ce moment au sein de la Fédération française de foot. Bravo, Noël. Le Graët, ancien maire de Guingamp. Star. Star. Bah, la Star à Rennes. Oh, oui. J'y avais pas pensé. La Allez. Star. C'est pas un truc, un nom de club quelconque, ça Le Red Star. Le Red Star, tout à fait. Donc c'est. Puis il y a quand même pas mal de gros ports chez les stars, non? Oh oui. Ah oui. Ah oui, c'est les trois. Les trois. Les trois. Les trois, bien vus. Alors, j'avais pas pensé au côté gros port, mais ça Ah oui, marche. mais il a raison. Et Red Star, ça fait plaisir. Twingo. Est-ce que des gros porcs conduisent des Twingo? Je ne sais pas. Bon, bah, transport. Est-ce que c'est du sport de conduire une Twingo? Est-ce Il y a bien des rallyes. Ouais, ça doit exister, ça. Ouais, donc sport et transport. Sport et transport. Ah, j'aurais dû aller vérifier parce que moi, je voulais vous mettre un piège au milieu. Que Ah. c'était juste transport, c'est juste une Twingo. Comme oh, mais ça existe. Pouf. On va checker ça après. Slalom en ski. Bah, transport. C'est pas du transport, le ski. Tu te déplaces. Ouais. Bah, c'est aussi bah, un sport. C'est du sport. C'est du sport. Sport. Juste sport. Si j'avais compté juste sport, effectivement, je connais peu de gens qui vont au boulot. Bah, en slalom les pisteurs et tout ça. Oui, mais pas en slalom en ski. Ils font pas du slalom. Oh, méfie-toi. Et j'ai cherché s'il y avait pas un Igor slalom en ski qui serait arrière gauche du CSK Moscou, mais j'ai pas trouvé. Qui serait un gros port. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Picasso. Bah, transport, la voiture. Sport. Oh, c'est pareil, il y a bien avoir un sportif qui s'appelle Picasso, non? Picasso. Je dirais Non que transport. Non? Transport, allez, que transport. Eh ben, c'était transport, gros port, parce qu'a priori, avec les femmes, Picasso Ah se oui. comportait vraiment. Et il y a aussi sport, parce qu'il y a le stade Picasso à Échirolles. Oui, Non, voilà, je là, compte pas. c'est un Allez, peu ça va, capillotracté. Ça va. Didier Vampas. Ah, bah, il a fait une chanson sur Mario Pantani. Ouais, il faut un lien quand même plus direct. Plus direct que Ouais. ça Plus Je suis sûr que pratiquant. c'est un joueur. Enfin, Tu crois qu'il a un... pratique. Oui, il pratique. Donc, sport. Transport. Est-ce que... moi, je vois pas trop transport, là, comme ça. Gros port. Une réponse Bon, bah, sport. Et c'était n'était que transport, parce qu'en fait, il travaillait à la RATP exact. pendant des années, Didier Vampas. Bonali. Bah, sport, Soria Bonali. C'est tout. C'était juste pour parler sur les Bonali. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. On a quand même parlé beaucoup de patinage artistique dans cette émission. C'est vrai. Locomotive Moscou. Sport. Bon, bah, locomotive, je dirais gros port. Non. Locomotive, gros port. Transport. Ouais, sport et transport. Donc, Locomotive Moscou, c'est un des clubs. En fait, les clubs à Moscou sont répertoriés par travail. Enfin, là, c'est la société ferroviaire. C'est le club de la société ferroviaire au départ. Les clubs de Moscou, tu as le Dynamo Moscou, par exemple, c'est la compagnie d'électricité. Le Locomotive Moscou, c'est le rail. Pierre Ménez. Gros port. Bah oui. C'est sorti tout seul. Ouais, ça venait du cœur. Bah, Sport aussi. Sport et gros port. Allez, j'accepte. Ça marche. Pourquoi t'avais prévu quoi? De quoi? Si, Ah, c'est ça. C'est ça, c'est sport, j'hésitais. C'est pas transport, il a du mal. Tu parles mal de sport. L'amour. Il n'y avait pas un ministre des Sports qui s'appelait Lamour? Si, bien vu, Jean-François Lamour, tu l'as. Jordan. Michael Jordan. Oui. Donc c'est. Sport. Mais j'ai dit que. Ah, personne me dit bien vu là. Bon, j'ai dit super. que Jordan. Ah, t'as dit que Jordan. Bah, les pompes de sport. Non, c'est pas. Non. Bon, c'était sport, mais j'avais mis entre parenthèses et transport, parce qu'il y a Jordan Auto. C'est un petit garage à Verdun-sur-Garonne. J'ai mené des recherches. Sympa, très sympa. Et puis on finit avec Giroud. Oh. Sport. Sport, ouais. Est-ce que Giroud a été accusé? Giroud. C'est le dernier, on finit toujours sur Giroud. Ça va être une tradition. Sport, hein.
Mais évidemment, c'est que sport, c'est Giroud quand même. Oh, c'est pas quand se monte le bourrichon. Je commençais à avoir des images en plus. Ah ouais, voilà, c'est ça. Bien, on va conclure là-dessus. Alors, on a eu combien de points au niveau des scores? Je n'ai pas noté, donc je vais recompter et puis je me transmettrai votre score à la prochaine émission. Vous venez d'écouter Goal Volant, match 5 sur le thème sport et transport. Rentrez bien chez vous en vélo, à pied. En jet, ça pas forcément, je suis pas tout à fait sûr. On se retrouve très bientôt pour un Goal Volant, match 6. Salut tout le monde. Bisous. Bisous. Garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne c'est mou, très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins, voilà. Balance man, cadence man, trace la classe. C'est le Bob man. Allez, bouge-toi le cul. Allez, va chercher, grouille-toi. Hop là. Mais ne courez pas comme des cons. Allez, mais un rouge là-dessus. Et les gars, vous dormez là ou quoi? Le match il est pas fini, hein? Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Affirmatif. Il va y avoir du sport, moi je vous le dis.